Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Après le mouvement des parapluies en 2014, des affiches collées sur Harcourt Road à Hong Kong indiquaient que la population serait de retour bientôt pour demander la poursuite de la démocratisation du régime. En 2019, plusieurs mois de conflits violents opposent la police aux manifestants. Ces derniers cherchant par tous les moyens de déstabiliser le système politique, ainsi que les efforts de la Chine pour intervenir de manière plus importante dans le système juridique hongkongais. De nombreux sympathisants, qui ne pouvaient prendre part aux manifestations, ont souhaité accompagner le mouvement de protestation en créant des visuels à diffuser en ligne et à imprimer pour les montrer sur les parcours où la police serait présente. Le mot d'ordre des manifestants, Be Water, inspiré des films de karaté de Bruce Lee, les faisait se séparer en petits groupes pour occuper différents quartiers de la ville, contrairement à 2014, et à multiplier les sources de diffusion de leurs messages. Le site du LIHKG Forum, équivalent pour Hong Kong de Reddit aux États-Unis et en Europe, a servi ainsi de lieu d'archivage de la création d'affiches et de visuels politiques encourageant à manifester. Après la blessure à l'œil d'une manifestante, le 14 août 2019, suite à un tir par la police d'un projectile en sachet, pouvant contenir de la peinture, du plomb ou du sable, le slogan « Un œil pour un œil » An eye for an eye ou Rendez l'œil Return the eye est devenu de plus en plus populaire, détourné en logo ou en symbole. Un œil bandé ou la main posée sur l'œil. De nombreux murs d'images et de post-it colorés ont aussi été réalisés en hommage au Lennon Wall, érigé à Prague au début des années 1980, après le décès du chanteur, et devenu depuis un lieu d'expression pour les pacifistes tchèques contre le régime communiste. Quand, le 11 février 1927, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Joséphine Baker danse avec une ceinture de banane, elle détourne l'image raciste projetée sur les artistes noirs pour la moquer à sa façon et y injecter son tempo, son esprit. Elle démontre l'intention tyrannique sous-jacente à l'œuvre dans cette représentation folklorique de l'Afrique. Elle se l'approprie au passage, la fait glisser des mains des spectateurs pour leur renvoyer au visage un autre montage visuel, effréné, insaisissable, dont seul son corps est maître. Pour reprendre les expressions qu'elle formule elle-même dans ses mémoires, Baker, lorsqu'elle danse, fait tourner son épaule comme une roue de machine dans la chair, joue aux billes avec ses yeux et secoue les regards. À travers cet ouvrage, Baker vient qualifier son point de vue de créatrice sur son art de la danse. Son objectif avoué est de mettre en échec le regard raciste, en le décentrant, en le déconcertant. Elle quitte ainsi le seul monde des revues et du spectacle pour décliner un concept artistique de résistance à l'esprit colonial. En ce sens, elle devient prisée des intellectuels parisiens des années 1930. Elle utilisera sa notoriété pour lever des fonds en direction des armées françaises et son image pour incarner une forme singulière de combat contre l'occupation allemande dans les années 1940. Baker passera aussi des informations aux Alliés, recrutés par le 2e bureau dès 1939, principal service des renseignements français. Elle sera médaillée à la Libération pour ses services rendus à la nation. Tout au long des années 1950 et 1960, elle soutient les mouvements des droits civiques américains, tout en poursuivant sa carrière de meneuse de revue jusqu'à sa mort à 69 ans en 1975.
L'écrivain britannique Anthony Burgess a conçu son ouvrage le plus célèbre, Orange mécanique, A Clockwork Orange, en tentant de métaphoriser ce qui allait caractériser les années 1970, soit un monde où l'individu serait considéré seulement comme un rouage de la machine sociale et économique, le privant en retour de ses choix personnels, de son regard et de son habitat naturel. Cette mise à distance abrutissante constitue pour l'écrivain un véritable enfer, constitué de couches et de zones multiples, ce qui poussera Burgess à s'appuyer sur le livre de Dante pour aboutir dans l'écriture de son roman ayant pour héros Alex Delarge. Après avoir été arrêté pour des faits de coups et blessures avec sa bande d'amis les Drugs ou Droogies, Alex se voit infliger le traitement Ludovico, soit l'obligation de consommer non-stop des images ultra-violentes et sexualisées, les yeux tenus ouverts par des instruments chirurgicaux. Le traitement le rendra malade, incapable de revenir au monde normal, où l'attendent ses anciennes victimes, prêtes à en découdre. L'intrigue du roman visionnaire de Burgess fait par ailleurs écho à l'agression de Lynn, la première femme de Burgess, par 4 GI en 1944. En 2019, de nouvelles archives manuscrites de l'auteur ont été retrouvées par le directeur de sa fondation, Andrew Biswell, suggérant l'envie de l'écrivain de donner une suite au roman jugé si scandaleux lors de sa sortie, mais aussi au moment de son adaptation en film par Stanley Kubrick en 1971, qui a valu au long-métrage d'être interdit en Angleterre jusqu'en 1999. Cette suite, intitulée The Clockwork Conditions, poussait plus loin encore l'essai politique de Burgess et s'aventurait un peu trop sur un terrain philosophique, l'auteur préférant abandonner le sujet qu'il résuma dans un court livre autobiographique illustré, The Clockwork Testament, en 1974.